Alors, avec Vincent, en préparant cette journée, on s'est dit que c'était intéressant aussi de donner la parole aux étudiants, en fait, et de voir finalement ce qu'ils retiennent de cette journée d'échange, de discussion, etc. Donc à la fois ce qu'ils retiennent, ce qui les interpelle, ce qui les fait réfléchir, etc. Et je voudrais d'abord juste préciser que cette journée, elle n'est pas finalement le seul partenariat, le seul élément du partenariat entre la Fondation Croix-Rouge française et le Master Développement et Action humanitaire, puisque demain, Jean-Marc et Maudou viendront participer à un de nos cours sur les questions de plaidoyer, puisque oui, on forme les étudiants au plaidoyer. Et ils viendront tous les deux expliquer comment, en tant que chercheurs, ils essaient d'influencer justement et de porter une parole auprès des autorités publiques pour que les résultats de leur recherche soient utilisés et utilisables par des acteurs pour mettre en place des politiques publiques, etc. Donc du coup, on verra de manière concrète de quelle façon est-ce que tous les deux, ils essayent de faire ce que les Québécois appellent du courtage en connaissances, c'est-à-dire le fait que les chercheurs vraiment réussissent à décliner les résultats de la recherche pour qu'ils puissent être utilisés pour alimenter les politiques publiques. Voilà. Et puis au-delà de ça, les étudiants aussi du master devraient faire un article sur un peu de synthèse et d'analyse critique, je dirais d'une certaine manière, de cette journée dans la revue Alternative Humanitaire. Donc je vais maintenant donner la parole aux étudiants. Donc ils vont réagir en 3 groupes. Donc j'appelle déjà le premier groupe à venir jusqu'à moi. Venez. En l'occurrence, donc Agathe, Marion, Colombe, Lucie et Louison, qui sont à la fois des étudiantes de Master 1 et de Master 2. Donc évidemment, l'exercice est difficile puisqu'ils doivent à chaud réagir à ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Donc les questions qu'on leur a posées, c'est quels sont pour eux les points saillants ou les éléments forts qu'ils retiennent de chacune des sessions. Est-ce qu'il y a des enseignements en particulier qu'ils tirent? Qu'est-ce qui les a interpellés? Qu'est-ce qui peut faire écho à des réflexions qui sont les leurs en tant qu'étudiants, évidemment, ou de manière un peu plus générale en tant que citoyens? Voilà, et quels sont les points d'attention, les pistes opérationnelles pour les futurs acteurs humanitaires qui vont être demain. Donc dans un premier temps, je donne la parole au premier groupe, donc en l'occurrence sur la localisation, Agathe, Marion, Colombe, Lucie et Louison. Allez-y, à vous la parole. Bonjour à tous, ça marche. Okay. Donc en guise de petite introduction, ce matin, nous avons vu que les chercheurs, chercheuses, acteurs, actrices de l'aide humanitaire ont mis et mettent en évidence un mouvement croissant de localisation de l'aide humanitaire, marqué notamment par le développement de réseaux d'organisations sociales civiles et par la progression du financement direct des acteurs sur place, mais qui s'avère encore timide. Cette dynamique traduit la volonté d'accorder davantage de légitimité, de pouvoir décisionnel et de moyens à tous ceux qui travaillent sur le terrain et au niveau national, local. Toutefois, malgré toutes ces avancées, il y reste plusieurs freins qui entravent la réelle restructuration des modes de l'humanitaire. Les organisations internationales, les grandes associations, les bailleurs, les États manifestent des réticences à abandonner leurs prérogatives, leurs modes traditionnels d'action, tandis que divers rapports de pouvoir limitent la coopération et la consolidation des capacités locales. Donc finalement, si la localisation progresse, elle questionne, elle se heurte à différents obstacles qui ralentissent la transition de l'humanitaire. Donc, dans cette table ronde, un premier élément qui nous a intéressés, c'est le déplacement conceptuel qui est proposé par Jean-Émile Mba et Léopold Nkeda-Noufessi, de l'idée de localisation à celle d'une transition humanitaire par le bas, et qui montre donc un changement de paradigme qui va naître des contestations des acteurs locaux avant tout pour revendiquer leur autonomie. Mais alors on peut se demander dans quelle mesure ces revendications sont réellement et complètement prises en compte par des institutions internationales, des grandes organisations ou les bailleurs. Et on voit justement que la question se pose puisque les changements réellement structurels sont limités. On l'a vu notamment dans la mention, les plusieurs mentions des manquements aux engagements financiers qui avaient été pris par les bailleurs, donc à hauteur de 25% du financement direct aux acteurs locaux, mais qui est en réalité de 4%.
Et donc on imagine le poids d'intérêts d'acteurs globaux à maintenir un modèle asymétrique. Ici, on a pu relier ça à des choses qu'on a pu étudier en cours, l'idée d'un risque de voir un concept radical, critique, déposséder, subir l'institutionnalisation et perdre de sa valeur transformative en étant instrumentalisé par des acteurs puissants, internationaux, des grandes institutions, et donc être un petit peu dépolitisé et rendu comme un mot valise. Voilà. Donc ça, on l'a notamment on l'a relié à une analyse de Sophie Jacot, qui avait étudié l'instrumentalisation du gender mainstreaming donc dans un autre cadre au niveau des institutions. Et on pense que c'est une analyse qui peut être utilisée pour voir l'avenir de ces concepts-là. Voilà. Du coup, au cours de la table ronde, on a eu donc l'intervention de Henri Leblanc, qui est donc le directeur d'une ONG qui s'appelle Alima, une ONG internationale, donc qui a fondé son action sur un modèle de partenariat entre des ONG locales et des ONG internationales. Donc ce modèle, il va se baser sur 3 principes. Donc le développement de projets en binôme entre ONG locales et internationales, le fait que les décisions et la coordination des projets doivent être prises donc, entre les 2 types d'acteurs, et pas seulement dans une logique de partenariat un peu typique ou traditionnelle, où c'est souvent le bailleur qui va être à l'origine des décisions. Et tout cela aussi dans le but d'éviter en fait, les logiques de sous-traitance ou de transfert de risque. Du coup, on pourrait se demander si ce modèle permettrait de faire un partenariat, quelque chose d'autre qu'un simple mot valise. En effet, comme donc l'a dit Jean-Émile Mba, donc, qui est politiste et spécialisé en études internationales et qui est aussi intervenu ce matin. Donc le partenariat tel qu'il est aujourd'hui, c'est une forme de perpétuation des inégalités et donc des relations asymétriques entre Nord et Sud, entre agents internationaux et agents locaux. Il ne répond plus aux réalités du terrain. C'est d'ailleurs pourquoi de plus en plus d'ONG locales s'y opposent en promouvant une forme de souverainisme humanitaire à travers donc, une forme d'autogestion de leur activité et des logiques de financement plus nationales de l'aide humanitaire pour ne plus dépendre de l'aide internationale qui parfois perpétue cette asymétrie. Une autre question qu'on a pu se poser suite à la table ronde de ce matin, ça concerne une piste qui a été mentionnée par Jean-Émile Bas sur le fait que les États puissent être des bailleurs pour les organisations locales pour tenter de limiter la dépendance vis-à-vis des organisations internationales et pour essayer de sortir des relations asymétriques qui s'y trouvent. Et nous, donc, on s'est posé la question des limites de ce rôle de bailleur des États, puisqu'il y a des situations, des contextes dans lesquels on ne peut pas envisager que l'État finance des organisations. Par exemple, les organisations qui luttent contre des violences étatiques comme les violences policières, ou encore des organisations qui viennent en aide à des populations qui sont de fait marginalisées par l'État, comme les minorités. Et on s'est également posé la question concernant le risque que les organisations deviennent des simples des simples exécutants des politiques publiques, ce qui pourrait limiter leur indépendance vis-à-vis de l'État. Une autre limite qui a été évoquée ce matin, c'est celle des problématiques qui peuvent être transnationales. Une autre limite à la localisation. Ces problématiques transnationales, comme par exemple les épidémies, où on peut aussi penser aux migrations transnationales. Dans ces cas-là, on peut se dire qu'une coopération entre aide locale et aide globale, elle peut sembler pertinente, voire nécessaire. Et donc cette limite-là nous a permis de réfléchir à une autre question. Est-ce que limiter l'aide humanitaire à une échelle locale, ce ne serait pas aussi un frein à une remise en question de systèmes qui sont globaux dans un monde globalisé, mondialisé ? Et donc peut-être que finalement, combiner une action locale et une action plus globale,
Quand je dis action, c'est l'aide humanitaire. Avoir une aide humanitaire aussi internationale et globale, ce serait un moyen de pouvoir questionner ces systèmes et de pouvoir redéfinir un peu les structures globales. Voilà, on voulait un peu ouvrir sur cette question de combiner les deux pour à la fois avoir cette action locale qui est nécessaire et en même temps pouvoir réfléchir sur un plan plus général dans un monde qui est de toute façon globalisé. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais appeler le groupe numéro 2, donc, qui a travaillé sur les questions des nouvelles formes d'engagement. Et en l'occurrence, donc, j'appelle Aloïs, Samuel, Pauline et Dourou. Sans Aloïs. Est-ce qu'on m'entend bien? Je ne suis pas très devant le micro. Merci. Alors déjà, on voulait remercier, je ne sais pas s'ils sont encore présents, mais les intervenants de la table ronde numéro 2 pour leurs interventions, pour les échanges que ça a suscité, qui étaient très riches pour nous, étudiants. Ça a éclairé et ça a beaucoup résonné au niveau de nos expériences professionnelles, de notre vie en tant qu'étudiant et notamment dans ce master, et aussi quant à notre avenir en tant que futur professionnel de ce secteur de l'aide et de l'humanitaire. On a vu grâce aux recherches donc déjà de Jordan Pinel et aussi de Leila Drif que nous sommes revenus sur le rôle et le statut du bénévole, ses mutations et aussi les mutations des motivations de ceux-ci. Ça nous a amené à repenser la solidarité, mais aussi l'entraide. Et ensuite, les interventions de Hubert Pénicaud et d'Anne Ferrand-Berman ont pu éclairer et amener beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait discuter longtemps. Moi, j'aimerais rebondir sur le point, sur l'idée de l'identité du bénévole, notamment en tant que membre de la communauté aidée. Et le mettre en lumière, notamment avec des débats assez contemporains. Je pense que la plupart des étudiants dans notre master se posent cette question-là de la légitimité du bénévole, et notamment lorsqu'il ne fait pas partie de la communauté aidée. Je pense notamment à des expériences personnelles où j'ai pu aider dans des pays au Moyen-Orient, en étant la seule occidentale et étrangère, mais aussi en France auprès de communautés exilées, demandeurs d'asile. En étant également la seule citoyenne française et aidant notamment des réfugiés soudanais. D'ailleurs, il y a un point qui a été abordé qui était, que j'ai trouvé très très intéressant, et j'ai envie de remercier, de montrer que c'est un point saillant dans l'intervention notamment de Leila Drif sur la facilitation de l'insertion professionnelle et la revalorisation de l'individu grâce au bénévolat communautaire, on va dire. J'aimerais interroger par ailleurs le fait que ce soit un point de blocage pour l'accès à un salariat pour les personnes migrantes. Dans l'absolu, pour moi, cette intervention a soulevé un grand enjeu qui est le rééquilibrage de la relation qui porte un peu un paradigme hiérarchique entre aidant et aidé. Et ce rééquilibrage devrait se baser, à mon sens et à la vue des échanges qu'on a pu avoir, sur le transfert de savoir expérientiel, qui serait donc une confiance par rapport à l'expérience de terrain de la part des membres de la communauté qui sont devenus bénévoles, et aussi sur l'écoute des témoignages. Et donc tout ça pour dire que c'était très enrichissant et intéressant pour nous, futurs professionnels, pour orienter notre future action et la manière dont nous allons agir au sein soit d'ONG, soit d'organismes de développement. Et voilà, je vous remercie. Alors du coup, simplement pour augmenter et rajouter sur les propos de Pauline, je voulais revenir aussi sur comment en fait ces propos sur les mutations du bénévolat, évoqués notamment par M. Pénicaud et Mme Drif, nous éclairent en fait dans nos expériences, souvent justement de jeunes engagés parallèlement à nos études pour la majorité des étudiants dans ce master. Dans des réflexions en fait, qui interrogent précisément la position que nous, étudiants spécialisés dans les enjeux de l'humanitaire et du développement, on doit prendre dans ces contextes.
Et il y a plusieurs concepts qui nous ont parlé, dont on a pu parler entre nous. C'est déjà l'atomisation qui est très réelle, parce que chacun d'entre nous en fait appartient à une association assez différente dans tout le master. Dans ce paysage très pluriel que vous évoquez de 1 300 000, 400 000 associations en France, ce qui se traduit d'abord par des expériences assez diverses dans nos discours, etc. Et aussi un accès à l'information qui est rendu plus difficile dans la recherche de stages ou d'opportunités, malgré des tentatives de regroupement comme Coordination Sud, qui regroupe en fait seulement 180 organisations, seulement entre guillemets, mais ce n'est pas encore les 1 300 000, 400 000 qu'on évoquait précédemment. Ça pose aussi la question de leur représentation d'ailleurs entre nous, comment on sait, comment on est mis et de comment on est mis on a cette information en fait qu'elles existent, qu'il y a des opportunités de stage en interne, etc. Et il y a aussi l'épuisement dont vous aviez parlé, que l'on observe en fait auprès des salariés que l'on rencontre dans les discours, l'analyse concrète du fonctionnement de certaines institutions et qui nous préoccupe bien sûr dans notre propre accès à l'emploi plus tard. Dans cette conscience aussi justement de ne pas vouloir remplacer par ces efforts le rôle de l'État, comme l'évoquait monsieur Pénicaud. Contestation qui nous est due précisément par nos études et que l'on observe cependant assez peu dans les autres corps étudiants. Et ça pose aussi la question de l'entre-soi, d'abord entre nous justement, qui nous questionne beaucoup parce qu'on se voit, nous, beaucoup regroupés dans ce master, dans ce haut niveau d'études, que cependant on sait aussi assez nécessaire dans l'accès à de nombreuses organisations internationales et non gouvernementales et qui s'inscrit par le fait dans des réalités structurelles à plus grande échelle. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer, je vous informe que le français n'est pas ma langue maternelle et donc je vous prie de m'excuser pour d'éventuelles erreurs que je pourrais commettre. Alors, un autre point qui nous a particulièrement marqué pendant la deuxième table ronde a été celui de la question d'accessibilité des structures associatives aux personnes migrantes qui vivent dans des zones rurales. Comme évoqué pendant cette table ronde qui était assez riche, il s'agit des zones qui ont malheureusement tendance à être isolées des villes et donc des opportunités d'engagement bénévole associatif, ce que je trouve personnellement dommage dans le sens où l'engagement associatif sert d'un vrai vecteur d'intégration dans le pays d'accueil. Ce dernier aspect a également été abordé pendant la table ronde et je vous le confirme de l'expérience personnelle. Moi, je suis étudiante étrangère arrivée en France avec une maîtrise plus ou moins suffisante de la langue française et un certain niveau de capital culturel, on va se le dire, et vivant en plein Paris. Et pourtant, l'engagement bénévole associatif m'a transformé la vie en me permettant de déjà parfaire mon français, d'agir pour la société dans laquelle je vis et d'intégrer pleinement dans la société et au final de développer petit à petit un sentiment d'appartenance vis-à-vis de la France. Essayez donc d'imaginer l'impact qu'auraient les structures associatives plus accessibles et plus inclusives sur la vie des migrantes ayant effectué des parcours migratoires qui sont parfois trop compliqués et trop traumatisante par rapport aux miens. Donc, compte tenu de tous ces éléments qui ont été abordés et à l'heure actuelle où les crises humanitaires ne cessent de se multiplier et d'engendrer des flux migratoires, il est plus que jamais essentiel de repenser l'engagement bénévole associatif comme un vrai moyen d'intégration, de briser l'entre-soi dans ces milieux-là et au final rendre la société civile plus accessible et inclusive pour tout le monde. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Et maintenant, j'appelle le dernier groupe, Nathanaël, Anissé, Lou, Anouk et Manon, qui vont donc nous donner leur retour sur la dernière session sur l'impact du changement climatique, ou plutôt du dérèglement climatique, donc j'ai bien compris, sur la santé. Bonsoir. Est-ce que
tout le monde m'entend bien. Alors, je voulais vous remercier pour toutes ces interventions et donc revenir sur la troisième en lien avec les changements climatiques, enfin, du coup le dérèglement climatique dont on parle très souvent et qui est, aujourd'hui on en parle souvent en tant que crise, mais en effet comme une crise en appelle une autre, c'est aujourd'hui l'horizon dans lequel nous devons nous projeter en tant que futurs travailleurs et travailleuses de l'humanitaire et du développement. Et donc je voulais revenir sur cet horizon. Et sur comment on peut aujourd'hui nous penser notamment ces différentes possibilités d'adaptation. Avec l'échec des mesures d'atténuation, aujourd'hui il y a certains territoires comme le Sénégal qui donc deviennent notamment dans la région sahélienne invivables, et c'est interroger les limites finalement de l'adaptation de certains territoires et aussi commencer peut-être à penser la migration climatique comme une des réponses possibles à ce réchauffement. Et donc, on envisage souvent la migration climatique comme étant du milieu de l'humanitaire et qui donc on accompagne pendant et après avec tous les enjeux sanitaires et même de violences qui sont soulevés. Mais ça pourrait être aussi de plus en plus intéressant, je pense, pour nous de l'envisager dès le début en accompagnant même que ce soit les migrations à l'intérieur du territoire ou entre pays, donc ces migrations, et notamment du point de vue aussi des inégalités de genre, parce que les hommes sont beaucoup plus à migrer que les femmes qui restent, parce qu'elles ont aussi plus de charges domestiques, et donc peut-être ce serait une façon aussi de peser sur les inégalités de genre. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur, premièrement, une idée très importante qu'on voit beaucoup en cours, à savoir que le changement climatique, c'est un amplificateur des vulnérabilités sociales et sanitaires, particulièrement donc, chez les femmes et les enfants, mais c'est aussi un amplificateur des risques préexistants. Et je pense qu'en tant que futur travailleur humanitaire, c'est important aussi de mettre l'accent sur l'adaptation et la résilience sur ces questions-là, et de comprendre comment on pourrait concilier les crises d'urgence qui nécessitent donc une réponse rapide à une adaptation plus structurelle, donc de transformation sur le long terme, et tout ça sans diluer les moyens qui sont déjà extrêmement limités. Ensuite, je pense que c'est extrêmement important de s'intéresser aux dynamiques d'adaptation locales qui ont déjà été mises en place par les communautés sur les territoires déjà les plus touchés, et particulièrement sur ce qu'elles font en dehors des regards institutionnels. Et enfin, je pense qu'il est fondamental de renforcer la coopération interdisciplinaire, pas seulement d'un point de vue de la localisation de l'aide, donc entre les ONG internationales et les ONG locales, mais aussi par d'autres secteurs d'activité tels que l'urbanisme, les acteurs de santé publique et tout ce qui est question de climatologie et de biodiversité. Merci. Bonsoir, donc merci à tous les intervenants pour leur prise de parole qui a été très intéressante et donc qui ont mis en valeur l'importance de prendre en charge l'enjeu de la santé mentale qui malheureusement est bien trop souvent délaissé, et ça que ce soit bien sûr dans les pays qui ont été cités, mais aussi dans notre pays, la France. Et on parle en particulier donc, de la santé mentale des jeunes, mais aussi la santé mentale des personnes âgées, avec de nombreuses personnes âgées qui, comme j'ai pu le constater dans mes engagements associatifs, souffrent vraiment d'un isolement très profond. Et c'est pour ça que j'ai trouvé assez intéressant l'idée d'évoquer les coiffeuses, comme vous l'avez fait, monsieur Jean-Marc Godet, parce que j'ai pu constater dans mes engagements associatifs que rien que le fait d'aller chez une coiffeuse ou chez un coiffeur, ça pouvait, pour les personnes qui bénéficiaient de ce service, être un véritable espace où elles pouvaient communiquer, elles pouvaient parler, et pour des personnes qui sont vraiment isolées, qui n'ont personne à qui parler quasiment dans leur journée, c'est très important. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est l'idée qu'il fallait vraiment valoriser
l'empowerment, ou en français donc l'empouvoirment des populations locales, et de travailler aussi sur des sujets de plaidoyer pour vraiment visibiliser cet enjeu de la santé mentale qui est bien trop souvent justement délaissé, comme je l'ai dit au début, pour mobiliser les États et les acteurs privés sur ce problème qui mérite une visibilité beaucoup plus importante que celle qu'on lui accorde actuellement. Une phrase. Une phrase, c'est prendre soin de l'homme avec un grand H, c'est tout d'abord prendre soin de notre planète. En fait, ça veut dire que si on veut agir sur la santé aujourd'hui, c'est aussi agir sur le changement climatique, agir sur comment on peut mettre en place des structures pour mettre la localisation qu'on a discuté de ce matin. Et en fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sont liés. Localisation, la question des bénévoles, mais aussi la question de la mise en place du One Health dans nos approches. C'est-à-dire que prendre en compte les climats, c'est prendre soin des personnes, c'est éviter les zoonoses, comme on a dit tout à l'heure. Et aussi, un point important que je tenais à mettre en place, c'est que la question de la santé mentale, c'est une question fondamentale, et je remercie Jean-Marc par son intervention, parce que ce n'est pas seulement une question qu'au Sénégal, mais c'est aussi une question qui est présente dans toute l'Afrique subsaharienne, et notamment, moi qui viens de Madagascar, c'est une question qui est aussi tabou dans le sens où on n'arrive pas à en parler, et qu'il n'y a pas des structures qui nous donnent la parole, et justement, les recherches, c'est là où les personnes peuvent prendre la parole, et c'est à nous aussi de mettre en place dans les recherches que, voilà, les grands enjeux, et c'est là les actions qu'on doit mettre en place. Et pour finir, les questions, pour moi, en tant que futur travailleur dans le secteur humanitaire, c'est comment intervenir dans des pays en situation de crise aussi, parce que maintenant, il y a des enchevêtrements de crise, comme le disait Pierre-Olivier de Sardan, dans le sens où nous, aujourd'hui, on va intervenir dans des pays en crise avec des gouvernements hybrides, où il y a de l'autoritarisme. Merci beaucoup. Oui, donc j'ai la lourde tâche de terminer le tour des étudiants. Alors tout d'abord, je voudrais remercier encore une fois effectivement nos intervenants. Et effectivement, dans nos masters, ça va me permettre de rebondir sur mes collègues avec qui on a très peu de temps pour se concerter, mais finalement il y a une certaine circularité des idées, et finalement ça illustre bien aussi notre master, je pense. Donc il y a les débats qui sont quotidiens, notamment sur l'efficacité et la légitimité de l'aide. C'est quand même fort quand on veut en faire son métier. On interroge régulièrement notamment l'impact structurel de l'action humanitaire ou pas, en l'occurrence. Est-ce qu'on appuie ou est-ce qu'on... Voilà, comment on se positionne par rapport à tout ça. Et personnellement, ça m'a interpellée sur la question de la santé mentale, parce que j'ai moi-même travaillé dans le cadre de mon mémoire sur l'impact de la flexibilisation du marché du travail sur la santé mentale. Et en fait, on peut voir concrètement qu'il y a une différenciation très marquée selon le niveau de revenu du pays par rapport à l'identification des problématiques de santé mentale. Et ça interpelle immédiatement aussi parce qu'il y a une pluralité de la question de la santé mentale qui va aller aussi toucher la question du handicap. Et donc, forcément, ces propositions qui sont notamment parfois dans la recherche-action pour aller accompagner la santé mentale au Sénégal, par exemple, titillent un peu parce que c'est aussi un secteur qui est professionnalisé et qui mérite d'être structuré. Et donc, ça interroge sur en fait quel appui peut avoir l'action humanitaire pour structurer le secteur de ce point de vue-là dans la santé mentale, sachant que la base n'est pas forcément encore suffisante pour pouvoir la faire évoluer. Et puis, il y a aussi la question
la prégnance du sujet est d'autant plus grande qu'effectivement les changements climatiques vont augmenter l'incidence de certaines maladies sur un risque déjà accru, parfois de comorbidité dans ces populations où les maladies ne sont pas identifiées. Toujours une question aussi de rareté de la donnée. Et je pense que pour rebondir sur le côté, on est à la fois professionnel, enfin on va sur un côté professionnalisant, mais on est aussi dans un milieu de recherche. Comment on peut renforcer la recherche du point de vue d'une épidémiologie sociale, c'est-à-dire la recherche de déterminismes sociaux sur les impacts sanitaires par rapport aux conditions de vie et aux conditions de travail qui pourraient agir comme un indicateur du changement climatique. Voilà, donc ça c'est plein de questions ouvertes pour terminer. Très bien, merci à tous et à toutes. C'est vrai que c'est vraiment un exercice difficile que de réagir à chaud comme ça et de faire des retours. Donc je pense que c'est le grand moment de la pause. Voilà, on va faire une petite pause de 10 minutes et puis viendra le grand moment de la cérémonie de remise des prix de recherche 2025. Voilà. Parfait. On se retrouve à, je n'ai pas l'heure à 50, 16h50. Voilà, à tout de suite.